Est-il possible de reprendre une réflexion génétique sur ces autres roues spéciales et rapidement complexes que sont les premiers moulins à eau, comme le moulin grec, plongé dans un courant, ensuite les roues à aube en dessous, de côté ou au-dessus, et finalement les turbines. Ça comprend également les hélices, les moulins à vent passifs, tout cela. Est-il possible de faire une génétique qui nous mènerait jusqu'à la turbine à vapeur de Parsons, disons? Personnellement, je ne saurais pas la faire moi-même, mais certaines lignes semblent venir à l'esprit. En effet, les premières roues motrices de cette espèce sont plongées au sein d'un fluide que la nature fait mouvoir. Les toutes dernières sont en milieu technique et l'on produit volontairement le fluide que l'on amène à la roue motrice et qu'on injecte sur cette roue motrice sous l'angle le plus favorable, avec la vitesse la meilleure, et quelquefois après passage à travers un système convertissant la pression en vitesse, ainsi de suite. Il y a d'autre part des lignes qui apparaissent assez nettement, et peut-être ce qu'on pourrait appeler une essence technique qui se dégage. En effet, la roue utilisée en ce sens-là est la réciproque de la roue du véhicule. Ici, la roue reste fixe, et c'est le milieu qui se déplace par rapport à elle. Il faut donc, ou bien qu'une partie de la roue ne soit pas soumise à ce fluide, dans ce cas, elle est escamotée au moyen d'un cache ou d'un écran, ou bien alors que la roue soit taillée de manière telle que le fluide dérape sur elle et réagisse, cause une force faisant tourner. C'est le cas de la roue de moulin dont les pales sont de biais par rapport à la direction du vent. C'est le cas de l'hélice également. On doit aussi noter, me semble-t-il, que dans l'histoire de ces roues motrices, c'est-à-dire réceptrices, il y a encore un autre type de réciproque, c'est que presque toutes ont pu être utilisées pour mouvoir des fluides comme pompe, comme organe actif d'une pompe, ou encore de nouveau presque comme des roues de véhicules pour permettre à un navire, c'est la roue à aube, d'avancer sur le fluide qu'il porte, d'avancer sur l'eau. La turbine et l'hélice sont absolument réversibles. Il me semble avoir vu sur l'usine d'un ancien constructeur parisien une très grande hélice d'avion utilisée comme ventilateur de l'usine. C'était majestueux à voir. Elle avait en somme achevé sa période active et noble d'hélice motrice pour devenir ici simplement un ventilateur. Mais c'est un cas de réciprocité, de renversement. Et cette notion de réversibilité devient extrêmement importante. Elle-même est l'objet de toute une réflexion génétique, je suppose. Mais c'est aussi réversible que la machine de Gramme, qui peut être effectivement renversée de moteur à émetteur d'énergie, générateur, génératrice par conséquent, à condition que l'on tienne compte de la position de l'impact des charbons par rapport au collecteur. Ici s'impose à moi le rapprochement avec la botanique, la zoologie et les sciences de la vie en général, quant à la légitimité des filiations que nous pouvons établir. A posteriori, il est facile de passer du moulin grec à la turbine ou au rouet plongé dans l'eau, mais est-ce que d'un point de vue de l'analyse du développement rationnel de ces inventions, on peut réellement parler de génétique d'une genèse sans véritable saut, ou s'agit-il de sauts que nous unissons en continu? Je n'en sais rien. Le seul élément qui me paraisse de manière à peu près nette pouvoir s'imposer, c'est celui de la réversibilité. Entre le rouet dont vous avez parlé et la baratte à beurre, il n'y a pas une différence extrêmement grande. On peut agiter l'eau avec des palettes, on peut aussi, avec de l'eau qui court, faire tourner des palettes. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait
des lignées unilinéaires, un phylum, comme diraient les biologistes, dans l'évolution des techniques. Et cela me paraît plutôt être de l'ordre d'une rationalité qui peut s'imposer en même temps à plusieurs peuples et dans plusieurs ethnies. Tout à l'heure, nous avions parlé des manches. Mais enfin, il faut bien tenir compte du fait que les emmanchements d'outils pour les bois durs se font plus facilement avec un jonc, parce qu'un jonc nécessite un nœud, sinon il fait éclater le bois. Et alors que les emmanchements à douille correspondent aux coutumes des peuples du Nord, parce que dans les forêts du Nord, on trouve surtout des bois tendres. Il y a beaucoup d'eau, les arbres croissent vite, ce sont des bouleaux, ce sont des hêtres, bois relativement tendres. La douille encercle le manche. On parle toujours de culture, mais la culture a rapport, bien sûr, avec l'histoire. Elle a aussi rapport avec ce qu'on pourrait appeler des raisons techniques, de l'utilité, de l'intelligence. Et elle a rapport, enfin, avec la nature ambiante. On ne fait pas l'outil avec n'importe quoi. Alors peut-être ne faudrait-il pas trop croire à l'aspect unilinéaire de l'évolution technique. Les peuples changent d'habitat, ou bien l'habitat se modifie parce que quelquefois le climat change. Voilà peut-être des éléments qui devraient faire réfléchir avant qu'on adopte l'idée unilinéaire d'évolution. Ce n'est pas pour refuser l'idée d'évolution, mais pour dire qu'elle n'est peut-être pas unilinéaire. Elle est peut-être en éventail, elle est peut-être proliférante comme l'évolution naturelle. Je serais très heureux, Monsieur Simondon, que vous daigniez redévelopper devant nous trois concepts fondamentaux qui nous ouvrent littéralement la machine, à savoir le concept de concrétude avec sa contradictoire d'abstraction et les concepts de synergie et d'homéostasie. La concrétude, on aurait pu prendre un autre terme, cela signifie avant tout, essentiellement, la relation directe et simple de l'objet à lui-même. Un objet est dit concret quand il n'est plus une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit créant une espèce de société mécanique dans laquelle chaque pièce travaille à tour de rôle, indépendamment les unes des autres, comme des personnes travailleraient sur le même objet, sans se voir et se connaître les unes les autres, parce qu'elles seraient introduites successivement. L'objet concret est celui en lequel il y a ce qu'on peut nommer une résonance interne, ou réverbération interne, c'est-à-dire qui est faite de telle sorte que chaque partie tient compte de l'existence des autres, est modelée par elle, est modelée par le groupe qu'elle forme, et par conséquent peut également jouer un rôle plurifonctionnel. Non seulement elle est informée par les autres pièces, mais encore elle joue un rôle pour elle, elle est en rapport avec elle. Par exemple, les nervures, les ailettes qui se trouvent sur le cylindre d'un moteur à refroidissement par air servent, bien entendu, à évacuer de la chaleur dans l'air, à augmenter la surface. Elles peuvent aussi être utilisées par le constructeur pour augmenter la rigidité du cylindre. Un rôle bifonctionnel. Il y a des cas beaucoup plus intéressants. J'ai parlé de la turbine Guimbal ou du groupe bulbe. La turbine Guimbal est un des cas du groupe bulbe. Ici, il a fallu supposer le problème résolu pour qu'il soit soluble. En effet, il s'agissait de faire un groupe qui pourrait être tout entier mis à l'intérieur de la conduite forcée, alternateur compris, non pas seulement la turbine, mais l'alternateur. L'idée de Guimbal a consisté en ceci: faire un alternateur suffisamment petit pour qu'il puisse tenir dans un carter étanche juste derrière la turbine. Mais si on faisait un groupe très petit, si on fait un alternateur très petit, il ne pourra pas évacuer sa chaleur parce que le fil sera de faible section et par conséquent la résistance ohmique importante conduira à une grande dissipation d'énergie, l'ensemble va brûler. Guimbal a résolu le problème de la manière suivante. Précisément en supposant que le problème est résolu, c'est-à-dire en supposant que l'alternateur est suffisamment petit, il peut être mis à l'intérieur de la conduite forcée. Et mis à l'intérieur de la conduite forcée, il pourrait être isolé avec de l'huile, il baignera tout entier dans l'huile. Comme l'alternateur tourne,
l'huile est brassée énergiquement, elle transporte la chaleur de l'intérieur des bobinages vers le carter. Le carter étant lui-même au sein de la conduite forcée, ce carter est en contact avec l'eau qui est très énergiquement brassée puisqu'elle vient de passer à travers la turbine. De cette manière-là, on a une évacuation de la chaleur qui est très supérieure à ce qu'on aurait avec un alternateur de plus grande dimension tournant dans l'air. D'autre part, le fait qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de l'alternateur, le fait qu'il y ait, de l'huile à l'intérieur de l'alternateur, permet de créer une surpression qui, à travers les joints, empêche toute eau de rentrer. Si bien qu'au-dessus du barrage, il n'y a rien, il n'y a pas de station, il y a seulement une guérite avec un réservoir d'huile destiné à donner de la pression à l'intérieur du carter de l'alternateur. Voilà un exemple de simplification ou de concrétisation dans laquelle il a fallu supposer le problème résolu pour que tout soit un concret. Concret, c'est concretum, c'est-à-dire quelque chose qui se tient et en quoi organiquement aucune des parties ne peut être complètement séparée des autres sans perdre son sens. Est-ce que le transistor, comme vous l'avez écrit, là, est un cas extrême dans cet ordre d'idées, de concrétude extrêmement, en quelque sorte, tassée sur elle-même? Et sans doute, le transistor serait bien un cas de concrétude très tassée s'il ne possédait toutefois une légère infériorité par rapport au tube électronique à cathode chaude et à vide parfait, c'est de ne pas avoir d'écran. Je sais qu'on a tenté, par diverses techniques, de faire intervenir un écran électrostatique entre les électrodes actives. Malgré tout, le transistor reste, dans la plupart des cas, une triode et présente les caractères et les défauts de la triode, qui est qu'il y a des couplages involontaires, cette fois-ci, entre les électrodes actives, particulièrement entre l'électrode de commande, qui s'appelle la base dans un transistor, et l'électrode de sortie. Est-ce que vous n'avez pas écrit au sujet du transistor qu'il y avait une sorte d'équivalence, de réversibilité entre sa forme et sa matière, sa forme, que l'un et l'autre étaient... Peut-être ai-je écrit cela, je ne me le rappelais pas, mais je crois tout de même qu'il faut, en certains cas, reconnaître que lorsqu'on passe du stade puissamment dichotomique des objets techniques, ici donc du modulateur électronique, de l'amplificateur ou de l'oscillateur, à un troisième stade qui correspond mieux au réseau technique et qui correspond à des utilisations beaucoup plus souples, beaucoup plus multifonctionnelles, on perd quelque chose. On perd la belle époque. Et effectivement, quand on passe du tube électronique à cathode chaude et à vide au transistor, on perd quelque chose. Il faut ajouter des circuits de neutrodinage si on souhaite qu'un transistor n'auto-oscille pas en certains de ses montages. La belle pintode n'existe plus. Naturellement, le transistor est beaucoup plus petit. Au lieu de 250 volts de tension anodique, il se contente de 9 volts ou 12 volts, ou quelquefois moins, 6 volts pour les transistors de haute fréquence. Mais enfin, il est moins parfait sous certains aspects. Et quant à l'homéostasie, veut dire la synergie d'abord, nous voulions parler de synergie. La synergie correspond au fait que dans un objet concret, il y a caractère non autodestructif des différentes parties les unes par rapport aux autres, et non seulement non autodestructif, il suffit qu'elles soient isolées, ces différentes parties, pour n'être pas destructives les unes par rapport aux autres, mais en plus, il faut qu'elles aident, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont plurifonctionnelles, elles concourent à un même but, à la réalisation d'une même fin. Ainsi, dans un petit moteur comme un moteur 2 temps de motocyclette ou de vélomoteur, on peut dire que toute la masse du moteur est utilisée pour le refroidissement. Il y a synergie des différentes parties pour la fonction de refroidissement. D'autres cas de synergie pourraient être trouvés, naturellement. Et la synergie fonctionnelle se caractérise par le fait qu'il y a une continuité interne. On trouverait des cas très remarquables de synergie si on faisait appel à l'étude de la structure d'un haut fourneau, dans laquelle, à la partie inférieure, il y a fusion, un peu au-dessus, carburation, un peu au-dessus encore, sur les parties coniques du haut fourneau, en forme de cône renversé,
il y a échauffement du minerai, cet échauffement étant réalisé par les gaz chauds qui montent. Si bien que le gaz provenant de la combustion, au lieu d'être rejeté inutilement à l'extérieur, sert à échauffer l'ensemble de la masse de minerai et de charbon qui arrive par le haut. Par le gueulard, on verse les matières premières. Ces matières premières, en descendant peu à peu, bénéficient des produits de la combustion qui se fait vers le bas. La partie qui travaille, c'est vers le bas, mais tout le reste est en état de préparation. On trouverait beaucoup d'autres exemples. La préparation de l'acide chlorhydrique utilise des échangeurs de température. Le four à cémentation utilise une partie de travail et une partie d'attente, c'est-à-dire que les gaz brûlés vont réchauffer les gueuses qui n'ont pas encore été mises à l'intérieur du four. Et pour revenir aux fourneaux dont nous parlions tout à l'heure, la synergie n'est pas seulement une synergie de bas en haut, mais également une synergie circulaire ou rotatoire, puisque autour du haut fourneau existent des récupérateurs coopères, lesquels reçoivent le gaz de gueulard qui est encore à 400 ou 500 degrés, se réchauffe intérieurement puisqu'ils contiennent des cloisons de briques, et après qu'un des réchauffeurs, un des récupérateurs a été échauffé, on alimente le haut fourneau à travers ce récupérateur. La soufflante envoie de l'air froid dans le récupérateur, lequel l'envoie chaud à la base du haut fourneau où va se faire la combustion. Il faut 2 ou 3 récupérateurs pour servir un unique haut fourneau. Voilà des aspects de synergie, je pense, dans les opérations techniques. Et quand nous abordons l'homéostasie, est-ce que nous ne sommes pas graduellement rapprochés d'une analogie avec le vivant? Une analogie, une asymptote plutôt, oui, dirais-je. Oh, sans doute. Sans doute. Mais cette analogie a débuté très tôt. Elle n'a pas débuté au jour où les machines à information ont été présentées comme des robots, si je puis dire. Il faudrait démythiser le robot et tout ce qui tourne autour du robot. C'est de la très mauvaise littérature qui fait du tort à la technique, finalement. Et qui fait du tort à la manière dont la technique peut être pensée par nos contemporains. Si nous prenons simplement l'exemple d'une lampe, il y a une régulation qui vient du fait que plus la flamme est haute, plus le courant d'air est intense. Que vous régliez bien ou que vous régliez mal une lampe à combustion à l'origine, au bout de 10 minutes ou de 20 minutes, elle sera bien réglée. Pourquoi? Si vous avez réglé la mèche trop bas, il se produira un phénomène extrêmement curieux, c'est que le bec s'échauffera. C'est cette partie-ci que je voudrais dire. Les parties latérales du bec, celles-ci, qui sont en métal conducteur, vont s'échauffer. Si donc nous faisons descendre la mèche à l'intérieur, ceci va s'échauffer davantage parce que la flamme touchera directement ceci. Et peu à peu, le pétrole va bouillir à l'intérieur, et ayant bouilli à l'intérieur, il viendra brûler sous forme de vapeur de pétrole à l'extérieur. La flamme, au bout de 10 minutes, sera de nouveau grande. Si maintenant nous réglons la mèche volontairement trop haut, comme ceci par exemple, la lampe va fumer. Mais après avoir bien fumé, cela aboutira à ceci, c'est que d'abord le bec se refroidira parce qu'il y aura un courant d'air intense à travers la cheminée, le courant d'air se faisant partiellement de l'extérieur et partiellement de l'intérieur. L'air rentre par ici, mais une partie rentre par là. Air refroidit l'intérieur, l'autre partie lèche le bec conique à l'extérieur. Bien, ceci ayant été, d'une part le bec se refroidira, d'autre part la mèche brûlera. La partie non alimentée par la capillarité brûlera, car la capillarité a un maximum. Il y a un plafond, si je puis dire, de conduction capillaire depuis le réservoir jusqu'à la flamme. Résultat, au bout d'un certain temps, la flamme sera normalisée. Il y a donc un phénomène de feedback ici. C'est vrai même pour une lampe comme celle-ci, qui est une lampe à huile, beaucoup plus élémentaire, et qui correspond à une faible fluidité, à une faible capillarité, et à une grande viscosité. Pour que toute la réserve d'huile puisse arriver à brûler, il faut que, malgré l'échauffement, il n'y ait pas une différence de plus de 3 cm entre le point de combustion qui est ici et le fond du réservoir. Il faut d'autre part que la mèche s'étale dans tous les sens à l'intérieur du réservoir. Nous avons donc une mèche
en quelque façon en forme de pieuvre. Voici le bec, n'est-ce pas? La mèche peut se tirer en plusieurs parties. Moyennant quoi, toute l'huile brûle jusqu'au dernier point et la mèche donne une flamme à peu près égale à la fin de la combustion ou au début de la combustion. Il y a des phénomènes d'autorégulation ici. Dans les autres lampes aussi, même la torche primitive pouvait être en une certaine mesure autorégulatrice. En tout cas, elle pouvait être hétérorégulatrice puisqu'on pouvait l'incliner comme on voulait. C'est l'inclinaison qui faisait la rapidité. J'en viens maintenant à la deuxième partie de notre projet, qui est tout entière dérivée de votre pensée, du mode d'existence des objets techniques, dans lequel vous distinguez trois états machiniques, à savoir l'état statique, l'état dynamique, et peut-être renforcer un peu les choses, mais je ne crois pas, l'état réticulaire. Oui. Nous pensons à trois films sur ces trois états. Avoir votre avis sur l'ensemble des choses-là, et particulièrement sur le troisième, qui, du point de vue image et structure, semble nous poser des difficultés sérieuses. Oui. Pour en venir rapidement à l'aspect qui est le troisième, je crois qu'on pourrait songer dans le domaine d'une production qui serait celle d'un film, d'un documentaire, à accentuer un peu plus l'étude des outils. Je n'ai pu la faire, parce que vous avez bien voulu citer l'ouvrage qui s'appelle Du mode d'existence des objets techniques. Il y a une préhistoire de l'objet technique, c'est l'outil. Et l'outil est très riche d'enseignements. Il a été étudié très remarquablement, par exemple, par Leroy-Gourhan. Quant au réseau, je comprends bien que cette notion puisse, en une certaine mesure, poser des problèmes. Elle offre aussi un éventail extrêmement large de perception, et même de perception magnifiée dans le domaine des techniques. Elle l'offre non pas seulement parce qu'il s'agit de très grandes choses dans tous les sens du terme et qui se trouvent à l'extérieur, mais parce qu'il y a là une médiation entre l'homme au sens collectif du terme, l'homme en société d'une part, et la nature d'autre part. Il n'y aurait pas de réseau s'il n'y avait pas une certaine structure naturelle, d'une part, un certain besoin humain d'autre part, ensuite l'invention d'une relation harmonieuse entre cette nature et ce besoin humain. Le réseau, c'est la rencontre de la possibilité technique et de l'existence naturelle. Exemple, les routes et leurs courbes de niveau. Je crois qu'on pourrait songer aux anciens réseaux, à ceux des pistes, à ceux des routes, au remaniement successif des routes qui ont été d'abord des routes suivant les percées naturelles, couloirs rhodaniens, vallées, les cols dans les montagnes, puis après des routes qui stratégiquement ont tenté d'être aussi droites que possible, enfin au XIXe siècle, des routes suivant les courbes de niveau, et de nos jours maintenant, des routes beaucoup plus droites parce que le virage est devenu chose dangereuse pour une automobile qui est bien assez puissante pour franchir une rampe, mais qui n'a pas jusqu'à maintenant la possibilité de prendre rapidement un virage, sans déraper. Réseau routier, réseau de type transmission de l'information, téléphone, radiotélégraphie, ensemble des réseaux permettant de suivre les satellites et de les diriger, car là aussi il y a des réseaux. Enfin, réseau de transport, sans oublier des transports extrêmement statiques, mais qui sont très importants, pipelines, oléoducs, et puis peut-être certaines autres caractéristiques de réseau qui n'existent pas jusqu'à maintenant, mais qu'on pourrait presque imaginer, à la fois pour l'information et pour d'autres choses, qui seraient des réseaux de réseaux, c'est-à-dire qui seraient des nœuds entre les réseaux. Des réseaux pédagogiques, par exemple. Ah, bien sûr, des réseaux pédagogiques, mais aussi des réseaux humains. Et j'ai toujours rêvé que l'on pourrait un jour mettre des aérodromes aux lieux les plus élevés, utiliser les montagnes pour des aérodromes, en utilisant la technique, par exemple, de Jaeger, qui est une technique permettant d'atterrir à contre-pente et de décoller en utilisant le sens de la pente, ce qui est extrêmement économique et très beau pour la réalisation. Et l'énergie principale qu'emploie un avion,
c'est l'énergie qu'il emploie à monter à quelques milliers de mètres, après quoi c'est perdu et il faut redescendre pour rencontrer le sol. C'est un temps perdu et une énergie perdue. Si l'on décollait d'un lieu élevé, si on atterrissait en un lieu élevé, en restant après à peu près à la même altitude, on aurait réalisé quelque chose d'extrêmement rationnel pour l'aviation. D'autre part, les lieux les plus élevés sont aussi ceux à partir desquels la transmission de l'information, surtout en hyperfréquence, est la plus facile à réaliser, puisqu'il y a propagation directive et que les obstacles sont très gênants. La plus riche transmission d'information est celle qui peut se faire lorsqu'il y a une propagation à vue. Par conséquent, jusqu'à maintenant, et sauf peut-être pour le télégraphe Chappe, ou plus anciennement pour les transmissions par feu des anciens, les montagnes ont été pensées comme lieu désolé, à la rigueur de nos jours comme lieu de loisir, mais jamais comme un lieu suprêmement efficace et en tout cas technique. Il y a à redécouvrir la montagne. Technique si, puisque l'énergie électrique en contrebas des montagnes utilise l'eau. Mais si l'on met à part cela, les montagnes ne sont pas des lieux techniques. Il y aurait à redécouvrir les capacités techniques des montagnes. D'une part, un soleil plus intense et plus pur et plus constant qui permet, par exemple, d'utiliser l'énergie solaire, comme à Saint-Gaudens dans les Pyrénées ou en d'autres lieux, à Mont-Louis dans les Pyrénées en France, quelques essais. Puis d'autre part, un nœud de réseau, le nœud de réseau devrait se faire dans les montagnes et non dans les plaines. Il y a une vocation des véritables montagnes à être des nœuds de réseau techniques. Voilà une idée. Autrement dit, étudier les réseaux, c'est intéressant, mais étudier les nœuds de réseau et la corrélation entre les réseaux, voilà ce qui, à mon sens, devrait être l'objet culturel d'une étude en profondeur des techniques tournées vers l'avenir, tout au moins. Nous retrouvons là votre idée des nodules en l'espace-temps que vous avez posé au début de votre génétique, dans la deuxième partie du mode d'existence des objets techniques. Oui, mais je n'avais pas songé à l'époque à l'importance de ce qui est le plus déshérité. Ce que je crois maintenant, c'est qu'il y a une espèce de dialectique dans l'évolution des techniques et que l'on peut charger les techniques de faire une partie du travail culturel. Non seulement elles ne sont pas anticulturelles, mais elles sont porteuses d'un ferment culturel. Or, précisément, je crois que les techniques seules, dans leur développement le plus audacieux et le plus intense et le plus pur, seraient capables de faire que les lieux les plus déshérités dans le monde entier deviennent les lieux les plus privilégiés, je veux dire les montagnes et les hautes montagnes. Une espèce d'inversion de civilisation. Oui. Alors, pour ce qui est du film, vous voyez, peut-être, si je vous entends bien, une allée est venue du dehors au dedans, selon les nœuds du réseau, selon ses échappées, ses conduites, et une superposition de différents moments du réseau. Surtout du passé vers l'avenir.